Donc, quelques mots sur Robotics Valley. Donc, on est un cluster. On est basé en Bourgogne-Franche-Comté. On a des adhérents d'un petit peu partout en France, mais nos actions sont concentrées sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et on remercie Catherine Simon du SGPI, donc du secrétaire général pour les investissements, de se joindre à nous et pour faire cette présentation. Merci. Et donc, je vais commencer par vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que le SGPI. Le SGPI est un service du Premier ministre qui regroupe une fois par mois 11 ministères et qui est en charge d'un programme qui s'appelle le programme France 2030 et qui est le programme d'investissement, la suite, mais pas forcément 100% dans la continuité, hein, des PIA 1, 2, 3 et PIA 4. On est organisé en pôles sur des verticales technologiques. La robotique fait partie du pôle souveraineté numérique. Et puis, on a des pôles un peu ressources, hein, comme le pôle territoire qui s'adresse, on a des référents France 2030 dans les territoires pour chaque région et en général auprès des préfectures. Donc, on est au sein du pôle souveraineté numérique, là-dedans, en robotique, en consignation, qui est très proche des territoires. Donc, ça, là, on délègue à des opérateurs le fait qu'ils reçoivent vos projets. Donc, ils ouvrent sur une plateforme, alors BPI France, c'est Pixel, la plateforme. Ils ouvrent au dépôt de vos projets, ils les relèvent, ils nous font une synthèse de la relève. Nous, on la regarde en comité de pilotage interministériel. On décide, c'est bien le comité de pilotage qui décide du passage ou pas des différentes étapes, alors les différentes étapes étant passage en audition, passage en instruction approfondie, et puis financement. Et puis, une fois qu'on a fait ces différentes étapes, eh bien, il y a une validation du financement et vous avez, en général, vous recevez un courrier de notification, donc c'est moi qui l'écris. Après, il est standardisé, mais c'est quand même moi qui l'écris. Et une fois qu'il est signé, l'opérateur doit vous contacter, et s'il ne le fait pas, il faut le faire, pour que vous signiez, dans les 4 mois qui suivent cette décision de Premier ministre, un contrat avec cet opérateur, où là, vous rentrez dans le détail de vos obligations, des jalons relatifs à votre projet. Donc, je l'ai dit, hein, Premier ministre, service du Premier ministre, des pôles thématiques, des ministères impliqués, des opérateurs, et vous avez un petit peu la façon dont ça se décide. En ce qui concerne la stratégie robotique, donc là, hop, je passe 2 slides en fait, voilà. En très bref, donc elle fait partie d'un plan France 2030, c'est le levier 2, hein, elle est dans le levier 2 du pôle souveraineté numérique qui a pour objectif principal de sécuriser l'accès et d'assurer l'approvisionnement de nos composants essentiels pour notre industrie, dont les équipements industriels, et c'est ça la stratégie robotique, c'est de l'équipement industriel. Donc, on est le levier hardware, je l'ai dit, et on a lancé la stratégie en juillet 2023 à l'occasion de la RoboCup. Il y avait alors des vidéos de ministres parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés in fine, mais la RoboCup à Bordeaux. Et depuis, nous avons lancé 5 dispositifs, hein, parce que souvent, vous n'en connaissez que 2, mais on a lancé 5 dispositifs. Ce qu'on appelle PEPR, on en a lancé 2. Le programme d'équipement prioritaire de recherche, donc ce sont des TRL très bas, hein, c'est TRL 1 à 3. Un PEPR très exploratoire, c'est-à-dire qu'on cherche des choses un peu dans le flou, hein, et un peu hors norme. Et là, le sujet et la thématique principale, c'est robotique et société, comment la robotique va modifier nos relations au travail, nos façons d'interagir avec les machines, et ça inclut un programme sur la robotique souple. Le deuxième PEPR qui est en cours d'instruction, hein, parce qu'il a été lancé il n'y a pas très longtemps, il est beaucoup plus dans une option de prématuration de briques essentielles pour la robotique. C'est-à-dire, j'ai besoin de modèles hybrides d'IA générative, par exemple des large action models,
eh bien, c'est là-dessus que vont travailler les différents laboratoires de recherche. C'est sous la gouverne du CNRS, mais avec la participation de l'intégralité de nos organismes de recherche. C'est ouvert à des acteurs émergents qui auraient des briques essentielles pour la robotique qu'ils veulent faire valoir. Il faut à ce moment-là contacter soit moi, qui ferai passer, soit directement le CNRS. La personne s'appelle Philippe Suarez. On a un appel compétences et métiers d'avenir qui est un appel transverse qui s'occupe de valider des projets d'attractivité pour les métiers de l'industrie et des projets de formation initiale et continue, reconversion des métiers de l'industrie, alors on va dire métiers de l'industrie du futur, et bien sûr des métiers très spécifiques à la robotique et l'équipement industriel. Et ça part du bac pro jusqu'à bac plus 42, j'ai l'habitude de dire ça, bac plus 42, donc doctorant, postdoc et au-delà si besoin. On a lancé la l'AP Défi Transfert qui a 15 lauréats. Et le défi transfert, c'était vraiment dire on a une excellence de la recherche qui très souvent ne se retrouve pas dans les solutions qui sont implémentées ne serait-ce que dans des lignes pilotes ou de façon opérationnelle. Et donc, tout l'objet de défi transfert qui va dans un continuum de TRL 4 à TRL 9, c'est de prendre les briques qui sortent de nos laboratoires de recherche ou d'acteurs émergents, de les faire passer jusqu'à la ligne pilote opérationnelle avec un consortium obligatoire qui comprend laboratoire de recherche, acteurs émergents, intégrateurs, et parce qu'on est conscient du rôle essentiel que jouent les intégrateurs dans la mise en œuvre opérationnelle des innovations qui sortent de nos laboratoires ou de nos acteurs émergents, jusqu'à l'industriel qui s'engage dès le départ dans un projet qui est très long, qui dure sur 5 ans, à créer une ligne opérationnelle avec la solution qui sera développée dans le cadre de ces projets. Et puis l'AP Robots et Machines Intelligentes d'Excellence qui est en cours. Voilà, tous les autres sont, alors PEPR, ils sont en cours, mais plus ou moins déjà décidés. Compétences et métiers d'avenir a été fermé, ou va fermer exactement le 1er décembre. Pour des raisons techniques, donc pas du tout autre chose que des raisons techniques, c'est que si on ne ferme pas le programme, on ne peut pas aller récupérer. C'est un programme validé par la Commission européenne et cofinancé par la Commission européenne. Il faut qu'on le ferme, qu'on fasse le bilan pour pouvoir récupérer le levier financier européen. Il sera réouvert au printemps. Et donc là, l'AP Robots et Machines Intelligentes d'Excellence, c'est le seul qui reste ouvert pour l'instant et qui a fait l'objet d'un avenant qui, dès la quatrième relève, voilà, la relève qui vient d'avoir lieu en octobre et qui continue d'être opérant sur les 2 prochaines relèves dont je donne les dates après. Si on change de slide, s'il te plaît. Alors déjà, notre doctrine, c'est quoi les critères franchement très généraux qui nous permettent d'estimer l'intérêt des projets que vous déposez? Il faut que ça contribue aux objectifs de France 2030. Il y en a 10. Il y en a un relatif au développement de petits réacteurs nucléaires. Il y en a sur l'alimentation saine et durable. Il y en a bien sûr sur un côté souveraineté des solutions numériques, sachant que le numérique pris au sens large. Il y en a sur la transition écologique et énergétique, bien sûr. Et ce critère vaut double dans nos évaluations, je le dis assez clairement. Et puis, on a un critère d'ambition, d'avoir une forte valeur ajoutée au niveau national, de nous positionner sur des marchés en forte croissance. Et il y en a beaucoup dans la robotique de marchés en forte croissance. Tout ce qui est robotique de service connaît des croissances à 2 chiffres. Et d'avoir quelque part
soit d'entrer en rupture dans des marchés consolidés, parce qu'on se rend bien compte que si on court après une robotique industrielle traditionnelle, entre guillemets traditionnelle, finalement, quelque part, la messe est dite. En revanche, la messe n'est pas dite sur plein de sujets qui concernent la robotique étant une technologie d'intérêt général ou general purpose technology, elle peut s'exprimer dans de multiples champs. Pour autant, je ne sais pas si je le dis là, c'est le slide d'après. Donc, pour faire un bilan rapide de où on en est après un an, donc il est compétences et métiers d'avenir. J'ai changé dans le slide d'avant, la slide d'après, mais je n'ai pas changé celui-là. Il est fermé, mais il va réouvrir au printemps. La AP défi transfert est clos aussi. En fonction de comment ça évolue, on fera potentiellement une autre relève, mais pour l'instant, non. Et c'est tout l'objet d'avoir fait l'avenant de la AP Robot et Machines Intelligentes d'Excellence pour que vous ayez finalement un guichet facilement identifiable dans lequel absolument, a priori, tous les projets de robotique, à quelques exceptions près que je vais détailler, peuvent rentrer. Donc, in fine, on a 2 relèves qui ont été instruites et ont donné lieu à des financements. La 3e et la 4e relève sont encore en cours d'instruction, parce que la 4e relève a eu lieu en cours d'instruction. Et on a quelque part engagé sur la stratégie robotique depuis juillet 2023 environ 200 millions d'euros de subventions et aides d'État pour le sujet de l'équipement industriel. Sachant que ça compte, un dispositif qui était avant la formalisation d'une stratégie qui s'appelait l'appel à manifestation d'intérêt offreur de solutions industrie du futur. Celui-là, j'essaie de ne pas trop rappeler parce qu'il a eu une instruction extrêmement longue qui a démarré avec un an de retard, en fait. Moi, quand je suis arrivée au SGPI en décembre 2022, pardon, en fait, on m'a posé 600 projets sur mon bureau en me disant on a un an de retard, Catherine, personne s'en est occupé, donc il a fallu s'en occuper. Donc, je vous prie d'excuser l'État et le SGPI sur la façon dont on a assez maltraité cet objet et ce dispositif qui maintenant est réglé, qui a donné lieu au financement de 32 projets pour 56 millions d'euros. Donc, après, bon, je détaille un petit peu ce qui s'est passé sur les 3 premières relèves. La 4e est en cours d'instruction et on n'a reçu que 11 projets. Donc, comme ça, vous le saurez. Donc, on a une espèce de creux alors qu'on était en progression sur les 3 premières. La 4e, ça s'est un petit peu effondré le nombre de projets. Alors, j'espère que ce n'est pas parce qu'on a finalement toucher tout le monde et que tous les projets sont déjà existants et en cours. J'espère juste que justement ce webinaire permettra d'avoir à la 5e relève qui est en février 2025 encore de très beaux projets. Alors on a eu peu, et on le regrette, de projets en consortium. On aime bien les projets en consortium, notamment quand ils incluent un industriel qui s'engage à entrer dans une ligne pilote si tant est qu'on est bien dans le bon TRL. Donc, première relève, on avait un taux de sélectivité de 27%, ce qui est bien supérieur au taux de sélectivité des programmes européens. On a eu 22 projets déposés et sur les 22, on en a pris 6. Sur la 2e relève, on a eu 42 projets déposés et elle a quelque chose d'un peu spécifique, c'est que 97% des fonds et des financements ont adressé de la très petite entreprise et moyenne entreprise, et essentiellement de la petite entreprise, donc clairement moins de 50 personnes, plutôt de l'ordre de 10, 15, 20 personnes. Et là, on se rend compte quand même, je le dis, on est très ouvert aux petites structures. Pour autant, il est bien que ces petites structures s'associent en consortium
soit avec d'autres petites structures, soit avec, voilà, comme je disais, un industriel qui viendrait un petit peu solidifier les bases des projets, parce que sur un certain nombre de projets que nous avons validés en financement, les projets n'auront pas lieu parce que l'entreprise est en difficulté et nous ne savons pas et nous n'avons pas le droit d'aider les entreprises en difficulté par de la subvention. C'est des règles européennes que nous devons suivre. Et sur la troisième relève, on n'a pas fini l'instruction, donc elle est en cours. Mais donc, on a tout fait pour ouvrir. Alors là, bon, il y a tout le détail, je ne vous en parle pas, hein, mais je vous l'ai mis dans la présentation de manière à ce que quand elle sera diffusée a posteriori, vous saurez les projets qu'on a décidé de financer. On a des projets de tous ordres, c'est soit sur de la brique technologique, soit sur de la création de vecteurs innovants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a systématiquement, et c'est une demande explicite du cahier des charges, une dimension matérielle au sein de notre AAP. Moi, je ne détaille pas mais bon, vous reconnaîtrez de la toute petite entreprise, de la moyenne, voire de la grosse, et y compris des structures comme le CETIM ou des écoles et des universités. Voilà, donc c'est vraiment le plus ouvert possible. Et donc, une fois ce bilan un peu rapide fait, si je dis qu'est-ce qui se passe maintenant, donc avec l'avenant, on a refocalisé, reprécisé les objectifs. Donc, on cherche à faire monter en taille critique et en maturité de leurs projets et de leurs produits des entreprises de robotique ou d'équipements industriels au sens large, intelligents, hein, c'est le côté intelligent qui nous permet de différencier quelque part l'équipement industriel traditionnel et l'équipement industriel innovant, qui ont un potentiel d'excellence et, si possible en même temps, un potentiel de briguer du leadership européen, voire mondial. Et on cherche principalement aussi, c'est en parallèle, on va dire, à renforcer ce qu'on appelle notre autonomie stratégique, c'est-à-dire d'avoir des offres d'équipements industriels nationaux, français, qui viendront favoriser les équipements de nos filières stratégiques critiques, donc le nucléaire, les énergies renouvelables, l'eau, tout ce qui est infrastructure, mais aussi bâtiments, sécurité nationale intérieure, donc qui s'équipe souvent en drone, voilà, et la logistique et le transport. Et tout ce qui est réseau de communication, donc on a par exemple choisi des typologies de produits et de robotique, de produits et d'équipements robotiques ou autres qui répondent a priori par leur structure et typologie de robots à ces filières critiques. Ce n'est pas obligé de répondre à ces filières critiques seulement. Il y a aussi du financement de produits de robots de service, par exemple, qui sont plutôt de l'aide à la personne dans le retail ou l'hospitality, quand ils ont un potentiel d'excellence et de leadership, européen ou mondial, eh bien, on prend ce critère-là et on le favorise par rapport au deuxième critère. On a pour autant resserré, c'est le slide d'après, on a pourtant resserré le type d'équipement qu'on cherche, tout en ouvrant donc je vais expliquer. Donc, on a resserré auprès de 3 types d'équipements: la robotique agile. Et donc, je vous ai mis la définition de ce qu'on appelle robotique agile, parce que pas tout le monde appelle la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une robotique agile, donc, avec une flexibilité, de la flexibilité comme outil de production, qu'il soit modulaire, multitâche, plus mobile, qu'ils acceptent plus différents matériaux, etc. Mais aussi les vecteurs et à la fois le vecteur, donc le robot dans genre bras de levier, drone, etc., mais aussi les briques essentielles matérielles, toujours avec une dimension matérielle,
qui viennent s'intégrer dans les solutions. Donc, les capteurs, les actuateurs, qui permettent d'avoir une robotique agile. La fabrication additive, parce qu'on le voit comme un procédé de production innovant et en ligne quelque part dans sa chaîne de valeur avec toute cette dimension nouveaux matériaux qui est une dimension très importante et qu'on voit grossir énormément du fait de notre dépendance aux matériaux. On importe près de 80% des matériaux qu'on utilise pour fabriquer nos produits. Essayer de trouver des matériaux alternatifs, des matériaux biosourcés. Et ça, la fabrication additive est à la fois un équipement potentiellement agile, mais aussi qui permet de faire des expérimentations et des nouveaux produits avec des nouveaux matériaux. Et puis, permet potentiellement de complètement revoir de la conception à la chaîne d'approvisionnement les produits qu'on fabrique aujourd'hui en changeant nos procédés de fabrication. Et les drones, ou robotique mobile en milieu ouvert, parce que les gens se reconnaissent parfois dans drone, parfois dans robotique en milieu ouvert, au field robotics en anglais. Et là, on est quand même plutôt sur réponse aux crises, surveillance. On a déjà pas mal de drones de surveillance. Le problème, c'est qu'on a peu actionner finalement les drones de manière à ce qu'ils soient capables de faire de la maintenance et de la réparation. On a souvent des drones de surveillance. On a peu de drones qui ont des actionneurs, en tout cas dans les drones aériens. Alors ces drones, c'est air, terre, mer et sous-marins, marins et sous-marins. Donc on identifie des besoins spécifiques assez clairs de nos infrastructures critiques en termes de sécurité intérieure et puis en préparation de réponse aux crises ou d'anticipation des crises jusqu'aux guerres. On voit bien qu'en Ukraine, il y a énormément de drones, sachant que la partie militaire ne nous concerne pas, la partie dualité civile-militaire nous concerne. On a deux axes, c'est l'autre slide, on a deux axes transverses qui sont plus fort enfin, tout le monde parle plus que d'IA, donc on est plus qu'obligé de regarder tout ce qui est convergence IA et robotique, et notamment comment à terme, plus ou moins moyen, court, long, on ne sait pas encore, l'IA générative va modifier et apporter de grandes opportunités à la robotique. Donc, on regarde ça de façon extrêmement attentive et on participe, le SGPI participe, moi en l'occurrence beaucoup, à tous les travaux qui sont faits dans le cas en amont des programmes européens par l'intermédiaire du partenaire privé de la Commission européenne sur data, IA et robotique qui s'appelle ADRA. On participe aussi aux événements de EU Robotics ISBL, qui est l'ancien partenaire privé de la Commission européenne, jusqu'à ce qu'elle réunisse tout le monde dans Data, IA Robotics et ADRA. On participe en tant que ce qu'ils appellent Member State à définir la position de la France vis-à-vis de l'Europe sur les programmes robotiques. Donc, on participe à l'écriture de documents de ADRA qui s'appelle GenAI and Robotics. Celui-là, il est quasi fini et sera publié mi-décembre. Et en cours, il y a un document qui s'appelle AI Powered Robotics pour lequel j'ai fait un appel à contribution. J'en ai pas reçu beaucoup, c'est dommage, mais j'en ai reçu quelques-unes quand même, et qui, moi, viennent m'enrichir sur ce que pense l'écosystème français de la convergence IA robotique et pas que IA générative, sachant que cette convergence n'est pas nouvelle. Moi, je sais bien que ce n'est pas nouveau, mais pour la Commission européenne, il y a un regain d'intérêt pour la robotique et c'est tant mieux, grâce justement à tous ces journaux et qui lient assez constamment et assez systématiquement l'émergence de l'IA générative avec des applications en robotique. Et le deuxième axe qui est très important, j'ai déjà dit que dans nos critères de sélection,
la participation à la transition écologique et énergétique compte double. On aimerait fortement recevoir des projets qui mettent en œuvre un axe circularité. On pense que ça participe à une dynamique économique plutôt serrée dans des écosystèmes territoriaux. Donc, ça nous permet d'alimenter ces systèmes. C'est beaucoup plus finalement pérenne et résilient, hein, ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire que ça résistera potentiellement mieux aux crises que les grandes entreprises qui en ce moment, c'est un peu la cata. Hein. Donc voilà. Donc l'enjeu de circularité et les business models associés vous permettent normalement de vous mettre en écosystème. Et c'est un axe qu'on souhaite renforcer dans les projets qu'on reçoit, donc on va les regarder plus attentivement. On est passé, la différence finalement avec l'appel à projet à l'origine, c'est qu'au lieu d'avoir un TRL 6 à 9, on part du TRL 4 au TRL 9. Du coup, on est bien moins accro, même si on le reste, sur la partie industrialisation ou pré-industrialisation, parce que ce qu'on vous demande par contre, c'est que dans le cadre de vos projets que vous déposez, vous fassiez un saut en avant en termes de TRL de 2 à 3 niveaux. 3 niveaux, c'est mieux que 2, hein, enfin voilà. On a, comme je disais, ouvert aux composantes de la robotique, mais on a fermé la robotique médicale qui, elle, va faire l'objet d'un appel spécifique qui passe par l'Agence Innovation Santé, qui est un des pôles du SGPI, qui va sortir a priori, bon, alors on va dire janvier 2025, parce que je ne crois pas qu'il soit sorti tout de suite, mais il est finalisé, il est en cours de validation. On a sorti les équipements agricoles et aujourd'hui, je suis un peu désolée de ça parce que moi, justement, si on veut de la transition écologique, je pense que la robotique pour la régénération des sols, la baisse des intrants, le remplacement du chimique par le mécanique, c'est super important. Il y a eu un appel déjà, mais il est clos de la part du pôle transition du SGPI, qui a donné lieu à du financement d'achat d'équipements de robotique agricole. Et en ce moment, il y a le grand défi de robotique agricole qui est sous la houlette de Philippe Vissac, que je suis sûre Philippe connaît et que potentiellement Olivier connaît. Sinon, je vous donnerai les coordonnées et cet appel-là est en cours. On a bien sûr enlevé la robotique spatiale parce que la robotique spatiale, il y a une stratégie nationale sur le spatial qui est prise par un autre pôle du SGPI qui s'appelle le pôle Nouvelles Frontières. Et on a enlevé la robotique militaire qui en fait n'a jamais été dans l'appel, mais on l'a précisé. En revanche, on garde tout ce qui est des projets de dualité civile-militaire. Et à ce moment-là, moi, je me coordonne avec l'Agence Innovation Défense, qui elle aussi a des fonds. Donc les projets de robotique militaire pure doivent passer par l'Agence Innovation Défense. Les projets de dualité civile-militaire peuvent passer de notre côté. Alors après, si vous ne savez pas trop à qui vous adresser et où vous adresser, quelque part, BPI France, les référents BPI France, les clusters, les services de la Direction générale des entreprises en région qui s'appellent les DRETS et nos référents France 2030 qui sont souvent en préfecture sont des points de contact importants qui peuvent vous aiguiller sur le bon appel. Et sinon, vous m'écrivez à moi et puis moi, j'essaye de dépatouiller tout ça pour vous dire le mieux, c'est que tu déposes par là. Voilà. Alors, par exemple, quand vous avez des projets qui sont purement logiciels, je vais voir ma collègue dans le bureau d'à côté et je lui dis c'est purement logiciel, est-ce que ça va dans la stratégie cloud, est-ce que ça va dans la stratégie IA, est-ce que ça va dans la stratégie réalité augmentée, dans quelle stratégie ou numérique éco-responsable. On a une quarantaine de stratégies, donc on essaye de trouver le bon dispositif où votre projet a le plus de chances finalement d'être sélectionné. Les prochaines relèves, donc
mon slide d'avant, ça donnait la relève d'octobre, donc je l'ai juste barré et la prochaine relève, du coup, elle est le 13 février. Alors, c'est toujours à midi, donc si vous êtes à midi 10, ça ne marche plus, hein, donc essayez d'anticiper un peu. Et puis, en général, c'est les porteurs de projets qui déposent sur la plateforme et notre opérateur, c'est BPI France, donc c'est une plateforme qui s'appelle Pixel. Et j'aurais dû mettre le lien, mais il est facile à trouver. Et après, pour donner quelques détails sur les financements, etc., une durée maximale de 36 mois. On demande que les consortiums n'aillent pas au-delà de 6 partenaires. J'aurais dû mettre un S à partenaire, je corrigerai tout à l'heure. Parce que d'expérience, quand ça dépasse 6 partenaires, la gouvernance du consortium devient problématique et on a quand même pas mal de modifications de consortium quand ça dépasse 6 partenaires. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi rajouter des gens qui sont des partenaires non financés, et ça, on ne les compte pas dans les partenaires de consortium, ou des sous-traitants que vous pouvez nommer. Hein, modulo, si vous avez beaucoup de sous-traitance, il faut nous expliquer pourquoi vous choisissez ce sous-traitant plutôt qu'un autre, ou dire que vous allez faire un appel d'offres, hein, parce que nous, on a 2-3 petits problèmes à accepter du sous-traitant privé sans savoir comment ou pourquoi vous l'avez choisi. De préférence, mais on n'a pas complètement le droit d'exclure le reste, on préfère de la souveraineté nationale et ou européenne, bien sûr. Hein, donc, quand on a des travaux qui sont sur des robots japonais ou on se dit tiens, pourquoi ils n'ont pas choisi un robot français? Donc il faut nous justifier ça, parce que sinon c'est un critère où on dit bon, on n'est pas trop sur de l'écosystème national ou européen. Et voilà, c'est ouvert à absolument tout type d'acteurs. Et il y a une composante matérielle qui est obligatoire parce que quand c'est que logiciel, ça passe dans un autre comité interministériel qui s'appelle le comité interministériel numérique. Alors, c'est des investissements, c'est le slide d'après, des investissements de R&D, alors RIDE, moi je ne maîtrise pas trop, mais BPI France, c'est les grands rois de vous qualifier les trucs en RI ou en DE. Il y a souvent des discussions un peu techniques sur ce sujet-là. On a baissé le niveau minimum des projets monopartenaires à 1 million d'euros, justement pour que les TPE puissent répondre. On a assoupli la règle 1 euro de subvention égale 1 euro de fonds propres en demandant simplement que vous sachiez justifier de votre capacité à financer le reste à charge. Donc, c'est plus 50-50. Si je vous finance à 60%, eh bien, vous devrez justifier fortement quand même votre capacité à financer les 40% restants, mais ça peut être sous forme de prêt, ça peut être sous forme d'apport en compte courant d'associés, ça peut être du réinvestissement suite à vos bénéfices, etc. Donc, ce n'est plus obligatoire que ce soit des fonds propres. Néanmoins, je signale que d'avoir pété cette clause de fonds propres et de l'avoir assouplie m'a amené à financer des projets qui ne démarreront pas parce que les entreprises sont en difficulté ou pire, pour être honnête, avant même d'avoir commencé le projet. Donc, on a financé des entreprises on a prévu de financer des entreprises malgré leur fragilité en termes de fonds propres et de fonds financiers. Et il s'avère que, in fine, ces projets n'auront pas lieu, ce qui, moi, m'ennuie fortement, puisque moi, j'ai pas envie que les projets que je finance, ils réussissent et ils aient un réel impact. Donc, on préfère, de loin, et je le dis même si on n'en fera pas un critère de sélection essentiel, on préfère les réponses en consortium et on préfère, parce qu'on est étatique et que du coup, les petits
pour nous, c'est un petit projet, un projet à 1 million d'euros. On préfère les projets qui réunissent plusieurs partenaires et qui ont quelque part une mission. Donc, on avait laissé 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs, ouverts à essayer de faire des justes milieux, de remonter peut-être, pas pour celle de février, mais pour celle de juin, le minimum pour les projets monopartenaires. En tout cas, on l'envisage. Voire à baisser celui pour les projets en consortium pour avoir plus de projets en consortium. J'ai déjà dit, hein, les projets ayant une dimension purement logicielle sont exclus. Après, là, c'est un slide de BPI que j'ai copié-collé qui vous donne les critères de sélection de BPI. D'accord. Donc, comment BPI communique avec le SGPI? Donc, ça commence par le lendemain de la relève, du jour de la relève, on reçoit une synthèse de tous les projets qui ont été relevés et rentrent dans le cahier des charges, ne rentrent pas dans le cahier des charges, parce qu'il y a certaines personnes qui envoient des projets, mais qui ne rentrent pas dans le cahier des charges, par exemple, qui sont en dessous du million en étant monopartenaires. Ça arrive. Donc, on vous signale à ce moment-là assez directement que vous n'étiez pas éligible, donc on ne va pas regarder votre projet. On regarde, il regarde ce type de critères-là et on le fait avec un jury d'experts indépendants qui maintenant est obligatoirement à parité. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on décide au SGPI via ce comité interministériel d'une liste d'experts pour chaque relève. On fait un kick-off, on leur explique à ces experts ce qu'on cherche, comment on cherche, ce qu'ils doivent regarder, etc. Donc, c'est ces critères-là, d'accord, plus le critère écologique qui doit être marqué, voilà, impact environnementaux qui est marqué. Et après, alors cette liste d'experts est à parité, et après, ça vous arrive d'avoir 3 bonhommes dans un seul jury parce que finalement, c'était, ou 3 femmes, pourquoi pas, dans un seul jury. Donc, ils ne sont pas à parité parce que ça dépend des sujets que vous traitez. On essaie quand même de mettre des experts qui correspondent au sujet que vous traitez ou qui ont une expertise là-dessus, pas que du généraliste qui n'a pas de compétences particulières ou voilà, des généralistes de la robotique. Je vous laisserai le lire après. Et pour les critères de financement, donc c'est ça le REDI, DERI, il y a toujours débat et moi franchement je ne maîtrise pas bien comment ils font, mais c'est des taux de subvention qui ne sont pas pareils, qui ne sont pas les mêmes. On a 60% de l'aide qui est sous forme de subvention, car c'est une règle générale, et 40% sous forme d'avance remboursable. Vous avez, et c'est très important, une grille d'impact environnemental à remplir dans vos dossiers. Il faut systématiquement que dans vos dossiers, vous écriviez un slide dans vos pré-dossiers, un slide sur mon impact environnemental. Et si vous chiffrez l'impact environnemental, donc c'est quand vous mettez un 2 sur la grille d'impact environnemental qui vous est fournie, eh bien, on passe le taux de subvention à 70% aux dépens, finalement, du pourcentage de l'avance remboursable. Donc, vous avez tout intérêt à essayer de mesurer. Je précise que l'analyse de cycle de vie est subventionnable, d'accord, ça peut faire partie de votre projet, de dire je vais faire une analyse de cycle de vie, ça va me coûter tant, et nous on en paiera. Alors les taux, c'est en général 50%, 55%, je vous les ai mis pour les premières relèves, on a des taux de financement de l'ordre de la moitié, voire un petit peu plus. Et beaucoup plus, plus si c'est de la petite entreprise, moins si c'est de la grande entreprise. Les taux moyens pour les grandes entreprises, c'est 15% de financement par rapport à l'assiette totale du projet. Les taux pour les petites entreprises et les TPE vont au-delà de 50%. Donc, la moyenne, en général, c'est un petit peu au-delà des 50% de subventions et d'aides sous forme d'avance remboursable pour l'assiette totale de vos projets que vous nous déclarez.
Voilà, et on a écrit, c'est mon petit machin en rouge, le slide d'avant, on a écrit dans notre cahier des charges et dans nos règles de financement que les projets qui ont un impact positif attendu chiffré, hein, donc un 2 sur la grille d'impact quelque part, et ambitieux sur la transition écologique et énergétique, on prévoit d'être à la fin, si le résultat et l'impact attendu est atteint, d'abandonner notre, notre créance avance remboursable pour passer tout en subvention parce que c'est important qu'on se colle au sujet des enjeux environnementaux et de transition énergétique. Voilà, alors après, je vous ai mis, c'est le slide d'après et c'est le dernier. J'espère que je n'ai pas été trop longue parce que je n'ai pas trop regardé l'heure. Vous avez d'autres opportunités que l'AP robots et machines intelligentes d'excellence que vous pouvez explorer. Donc, compétences et métiers d'avenir, j'en ai parlé, plutôt attractivité et formation ou enseignement qui réouvrira au printemps et qui ferme le 1er décembre. La robotique médicale, vous allez avoir un appel dédié. Vous avez on a France 2030 en région qui aussi a la région. Les régions peuvent lancer les appels qu'ils veulent et qui sont cofinancés par France 2030 à raison de, on a donné de l'argent aux régions pour qu'elles puissent lancer leur programme et on a des sélections en fonction des spécificités régionales et ça c'est lancé à un niveau des territoires. Alors il faut se renseigner auprès des préfets, hein, toujours ou du référent France 2030 ou des clusters. Quand vous voulez faire du militaire, vous avez l'AID, et puis vous avez tous ces appels génériques, donc mais c'est quand ça tombe dans le trou, en fait. Quand vous êtes très robotique et que vous passez par un IDEMO, Innov, DAB, ePhD, de toute façon, c'est bien toujours le comité de pilotage interministériel de la robotique qui décide. Et donc, il n'empêche que les règles ne sont pas les mêmes de partenaires, etc. Donc, si vous ne rentrez pas dans les fourches codines de l'AAP Robot d'Excellence, vous pouvez postuler à Innov, IDEMO, voire Première Usine. Par contre, s'il vous plaît, marquez clairement que vous parlez de robotique de manière à ce que vous soyez identifié parce que c'est la stratégie robotique qui va prendre ce budget en charge et c'est elle qui décide, mais comme les règles sont différentes, et bien, potentiellement, c'est des appels qui vous conviennent mieux pour une raison de minimum, de nombre de gens en consortium, etc. Voilà. Et après, j'espère qu'on s'ouvrira notamment pour des entreprises qui ont peut-être un petit peu plus d'assises et qui ont des gens pour s'en occuper parce que malgré tout, ça reste beaucoup de travail. Qu'on va avoir plus de gens, plus d'entreprises françaises et d'organisations françaises qui participent aux travaux de l'Europe et qui participent au programme de l'Europe, sachant que la France donne un certain montant pour le numérique à l'Europe et qu'on ne récupère clairement pas les montants qu'on a versés et qu'il y a une excellence de la France en robotique qui est très très mal représentée dans ces instances européennes, que ce soit ADRA ou dans les programmes Horizon Europe et Digital Europe. Donc en cours, donc il y a cette écriture de AI Powered Robotics par ADRA qui va alimenter les programmes Horizon Europe 2026-2027. On a déjà des travaux en cours pour l'écriture des programmes 2026-2027 d'Horizon Europe. Et pour être honnête, moi, je vais le 12 décembre à Bruxelles pour faire valoir que la France a des choses à dire en robotique et en numérique d'une manière générale. Voilà, donc ravi d'avoir vos questions. Merci Catherine pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main, comme ça c'est plus facile pour passer les questions. Philippe. Tu l'as reconnu.
Ouais, non, je voulais que tu nous précises ce que tu entends. En fait, depuis des mois, tu nous parles de robotique d'excellence. C'est quoi excellence? Ben, je vais au-delà de l'état de l'art. Je vais au-delà de ce qui existe sur le marché parce que comme ça dure 3 ans, oui, c'est ça que j'appelle excellence. C'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel d'être une solution très avancée. Je vais au-delà de l'état de l'art. Et j'ai du marché potentiel identifié, sauf quand je suis dans les TRL un peu plus bas où on est OK d'être voilà, TRL 4 à 6. On regardera plutôt l'innovation technologique par rapport à un état de l'art technologique. À partir du TRL 5-6, on va dire, mais c'est quoi ton marché? Est-ce que tu l'as identifié? Comment tu vas y aller? Est-ce que tu as la gouvernance pour? Voilà, ou les moyens pour déployer. Donc, robotique d'excellence, c'est au-delà de l'état de l'art et avec des marchés potentiels. Aurélie, probablement. Oui, c'est ça. Ouais. Aurélie Pergeot, bonjour. Oui, construction et expertise nucléaire. Voilà, donc on serait motivé pour proposer des projets. Après, on ne sait pas toujours forcément très bien dans quelle case peut aller notre projet et tout ça. Est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de vous faire une pré-présentation des projets afin qu'on puisse remplir au mieux la catégorie et parce que voilà, pour être sûr d'être dans la bonne case et voir si c'est bien éligible ou pas. Alors, moi, je le fais, bien sûr. Vous m'envoyez un pré-projet ou un descriptif de, pour l'instant, on travaille là-dessus. D'accord. Et alors, en général, moi, j'essaye d'associer quelqu'un de BPI France parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui instruis les projets. Hein, D'accord. c'est bien BPI et donc c'est eux qui, sur nos critères que je vous ai donnés, vont dire, vont nous faire une recommandation. Moi, je suis toujours partante pour qu'on fasse des pré-discussions et des premiers échanges avant que vous déposiez. Et je prends ce temps-là. Et souvent, j'essaye d'y associer quelqu'un de BPI France. Je dis juste ça. Mais sinon, Ok. vous pouvez demander directement à BPI France. Hein, on n'a pas 50. On a 3 personnes qui sont très spécialisées sur les projets de l'appel à projet robotique au niveau national. Hein. Et c'est Pierre Fauveau, Victor Bidou et Laura Daniels. Laura Daniels, elle s'occupe notamment de fabrication additive et Pierre Fauveau et Victor Bidou s'occupent de la robotique hors fabrication additive. Et ces noms-là, on les a. Vous pouvez aussi voir ça via les clusters si vous voulez, et qui, eux, peuvent nous passer le j'ai tel projet, je vous le recommande, etc. Et Donc, d'accord, ça marche. mais même moi, directement, souvent, ça marche. Ok, Voilà. ça marche. Merci. Et Laurent Delal d'Orano. J'avais juste une petite question sur les aspects montants des projets. Je regardais le cahier des charges qui a été publié par la BPI et pour les projets collaboratifs, c'est un montant minimal de 2 millions et vous avez cité 4 millions dans votre présentation. Ah non, pour moi, je suis restée à 4 millions, donc il y a erreur, donc je vais… Ouais, alors je sais pas si je peux partager rapidement mon écran, mais c'est ça. je vais leur dire. Voilà. Pour les projets mono-partenaires et 2 millions, je ne sais pas si vous voyez l'écran, Oui, je le vois. pour les projets collaboratifs. Je vais leur dire. Et ça, c'est ce qui est dispo Dans sur le la cahier des plateforme. charges, ouais. Ouais, c'est le cahier des charges de l'avenant. Voilà. Alors, c'est soit moi, soit eux. Peut-être c'est moi. Peut-être on l'a baissé. Je me souviens plus pour être. Alors, ça, c'est pas bien. Bah, on va dire que de toute façon, c'est le cahier des charges qui fait foi, donc c'est eux qui ont raison. Et OK. puis, voilà. Mais après, vous appelez Orano, vous allez bien arriver à me faire un projet un peu Oui, ambitieux, non, non? mais c'est juste pour avoir qu'on soit tous d'accord sur les règles. Voilà, et faites-le en OK. consortium, s'il vous plaît, Oui, en oui, c'est ce maintenant qu'on un peu essaye de faire. l'écosystème de PME. Voilà. C'est ce qu'on Ok, essaye de donc faire. my bad, my bad. Voilà. Donc, Donc, on part sur le cahier des on charges part de sur 2 deux, millions. absolument. Cahier des charges, c'est ce qui est publié au journal officiel. Donc, moi, voilà, c'est eux qui ont raison. D'accord. Et il y avait une clause dans le précédent appel à projet sur le taux de l'entreprise qui était chef de file. Ça a disparu, cette contrainte-là ou Alors, je
de toute façon, alors les grandes entreprises n'ont pas le droit de répondre toutes seules. Ça, je suis Ouais. sur moi. Et après, il n'y a pas un taux spécifique. Il n'y a pas un que vous êtes minimum chef de file OK. ou vous ne soyez pas chef de file. C'est les mêmes, OK. c'est les taux génériques qui s'appliquent. Grande entreprise, c'est de l'ordre de 15%. Puis après, ça monte jusqu'à la petite boîte. Ouais. D'accord. Donc, désolé, mon erreur, 2 millions d'euros. Après, c'est vrai qu'on a trop de petits projets, hein. Je le dis. Après, on les regardera en fonction du cahier des charges, des critères. Ça, c'est un. Et avec des jurys indépendants, ça, c'est une règle à laquelle on ne déroge jamais, hein, soyons bien clairs. Donc, vous pouvez faire valoir que ou tel cluster, tel comité de filière, ou j'en sais rien, et ou à tel préfet, telle région, etc., sont hyper enthousiastes sur votre projet, etc. Ça aide, hein, parce qu'on porte une attention quand même au fait que ce projet a des résonances. Des résonances au niveau régional ou au niveau de spécialistes dans leur secteur. En revanche, ça ne fait pas partie des critères d'évaluation. C'est juste que ça nous donne un peu de robustesse et puis une meilleure idée de l'impact éventuellement. Donc, pardon, alors c'est vraiment 2 millions d'euros. Il faut que je corrige mes slides. Grave. Pardon. Philippe. Oui, j'avais une autre question. Nous, chez Robotics Express, on a judicieusement choisi 2 axes stratégiques qui sont le médical et le spatial. Et donc, tu as dit donc, que sur la santé, il y aurait un nouveau appel à projet qui va sortir en janvier. Sur le spatial, on en est où? Sur le spatial, il faut déposer les projets dans le cadre de Nouvelles Frontières. Donc, je ne sais pas s'ils font des appels spécifiques. Après, je peux clairement donner l'équivalent en 2 mois Oui. au SGPI. Il s'appelle Massis Siripian. Après, vous pouvez m'écrire à moi. Et moi j'en reçois pas mal, hein, des demandes du spatial, parce que, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on va aller sur la Lune, si on veut y construire, par exemple, des structures un peu pérennes pour pouvoir rester un petit moment sur la Lune avant d'aller sur Mars. Ou ailleurs, on a besoin aussi de savoir faire des choses, pas juste en passant, et on a besoin du coup de robots spatiaux. Donc, on a pas mal de demandes, et c'est vrai que ça passera par le pôle Nouvelles Frontières, donc Massis Siripian. Si ça passe par moi, je le lui transfère et puis on en parle. Voilà. On en parle, encore une fois, pour dire ça passe par tel appel ou par tel autre. On se fait nos cotes mal taillées là-dessus. Ou plutôt des cotes bien taillées, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre les projets là où ils ont le plus de chances de réussir. Toujours. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, moi, j'en ai un peu, si vous n'en avez pas. J'en avais une avant. Vas-y. Est-ce que le faible nombre sur la dernière relève de projets est lié à la conjoncture, à ton avis? Non, je ne crois pas. Je crois que déjà, c'était, j'en sais rien. Peut-être qu'elle était trop proche de l'autre, de la relève d'avant. A quand même eu plus de 100 et quelques projets. Déjà, après, notre communauté pure robotique, elle est d'excellence et très entrepreneuriale et très dynamique dans l'innovation. Par contre, elle est assez réduite. Et je pense que, réduite, on n'a pas non plus 200 000 acteurs, quoi. Donc, je me dis qu'il y a ceux qui n'ont pas entendu ou qui ne croient pas que c'est pour eux. Il y a ceux qui n'ont pas eu le temps. Il y a des projets qui n'étaient pas mûrs. Donc, j'espère que la relève de février sera pléthorique. Voilà. Et puis, si elle ne l'est pas, ce n'est pas grave. On fera juin et puis on fera une autre en septembre 2025. Et moi, je n'ai pas de souci. Pour l'instant, point de vue budgétaire, j'ai largement de quoi financer les relèves en cours d'instruction et les prochaines. Donc,
je ne m'inquiète pas trop. Je suis ravie de faire ce webinaire. J'y fais un avec Minalogique bientôt, je crois, pour dire ça marche encore, hein, donc n'hésitez pas. Avec voilà, ces questionnements que j'ai sur l'efficacité de nos financements quand les projets sont petits et portés par et on les veut, hein, les petits porteurs. Hein. Ce n'est pas qu'on veut les empêcher de répondre, au contraire. Hein. Par contre, on pense que c'est plus solide pour eux comme pour nous s'ils sont plutôt en consortium. Une question remarque, on est d'accord que les projets qui n'ont pas été sélectionnés sur les autres appels d'offres, les autres relevés peuvent participer sur les prochaines. Absolument. Alors, des fois, on dit défavorable, on signifie un avis défavorable et puis on dit pourquoi on est défavorable. Si on ne vous le dit pas, vous pouvez nous appeler. En général, il faut appeler BPI France pour avoir l'explication. La première explication que vous avez, c'est quelqu'un qui, quelque part, a accès au rapport des jurys et vous le lit. Hein, sans nécessairement connaître votre projet. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus circonstancié, c'est une des 3 personnes dont je vous ai parlé, hein, Victor Bidou, Pierre Fauveau et Laura Daniels, qui peuvent vous expliquer mieux. Il nous arrive de dire défavorable, mais incitation à redéposer, c'est genre, si tu me mets ça et que tu me mets ça, mais mazette, comme j'ai envie de te financer ton projet. Et donc, il ne faut pas hésiter à redéposer en tenant compte toujours de la contrainte du cahier des charges et puis des remarques qui vous ont été faites pour améliorer le projet que vous déposez. Ça nous arrive, in fine, on va dire, sur à peu près, moi, que j'ai comme ça en tête, il y a une dizaine de projets sur lesquels on a dit on aimerait bien le financer, mais il manque 2-3 trucs, donc on préfère qu'il redépose parce que c'est difficile pour nous de vous demander de modifier votre projet alors qu'on est en cours d'instruction. Et le problème, c'est que quand on passe l'étape, la première étape, c'est un passage en audition ou en projet complet. Ça dépend des opérateurs. Bon, le chien va rentrer, mais ce n'est pas grave. Passage en audition au dossier complet. On essaye de vous dire les questions à poser. Vous allez simplement les voir. Le passage en dossier complet, mais on ne peut pas vous demander, alors, mais est-ce que tu peux me rajouter un partenaire? Est-ce que tu peux on peut demander des précisions, mais on peut difficilement vous demander des modifications. Et qui, en général, on vous les demande pour que votre projet soit plus solide pour nous, hein, par rapport à ce qu'on cherche. Donc, il ne faut pas hésiter à redéposer un projet sur lequel on vous a dit défavorable. Après, 2 dépôts et 2 défavorables, je pense que là, par contre, non, vaut mieux m'appeler, puis moi, je vous dirai pourquoi c'est… Si on ne vous dit pas incitation à redéposer, vous pouvez redéposer 1 fois, 2 fois, non. Ça ne sert à rien. La 3e fois, ça ne marche jamais. Donc, et donc, on a encore un peu de temps. Oui, j'avais des questions parce que, alors justement, moi, je me pose pas mal de questions sur… parce que je suis en train de discuter avec l'Europe et me pose des questions sur comment alors la France, hein, au sein de l'Europe, peut avoir son mot à dire sur la robotique humanoïde ou doit avoir son mot à dire sur la robotique humanoïde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un avis là-dessus. Il n'y a pas de robotique humanoïde. Pas de main qui se lève, donc pas de gens qui ont des opinions tranchées là-dessus. J'en ai une autre, l'influence de l'IA sur les projets robotiques qui aujourd'hui regardent fortement la convergence de l'IA générative, je vais parler de celle-là en premier, avec la robotique et qui, finalement, ne la regardent pas. C'est les discussions qu'on peut avoir avec aussi bien les intégrateurs que les utilisateurs finaux, c'est une vraie question. C'est dire comment ça va être demain. Mais il y a personne, alors personne en tout cas dans notre réseau, il n'y a personne qui a la solution et qui a des pistes sur lesquelles des pistes concrètes sur ce que ça sera. Il y a des expérimentations qui se font, mais pas de pistes concrètes sur ce que sera
l'IA générative dans la robotique. Ok. Et Philippe? Ah, Nous, pour l'instant, l'IA, on en utilise beaucoup, mais pas de l'IA générative, de l'ancienne IA. Et l'IA générative, pour l'instant, moi, je la vois uniquement sur des interfaces homme-machine. Donc, ça peut arriver, par exemple, sur de la robotique mobile, pour que le robot puisse plus facilement interagir avec la personne qui doit lui dire va voir Michel au poste 32 plutôt que d'appuyer sur un bouton. Mais ça reste relativement limité, quoi. On n'a pas encore, nous, de notre côté, des gens qui sont venus nous dire ah, c'est l'IA générative, c'est génial, on va s'en servir pour faire un truc nouveau. Ça n'a pas l'air d'être plus impressionnant que ça, quoi. d'accord. Parce que c'est quand même une espèce d'obsession aujourd'hui, moi je le dis, hein, une obsession à la fois au niveau national, mais alors encore plus fort au niveau européen. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on en voit, alors c'est des problématiques majeures de sécurité, hein, parce que le passage au monde physique, c'est pas la même que le monde virtuel, hein. Une erreur au monde virtuel, c'est une erreur. Une erreur dans le monde physique, ça peut être fatal, hein, donc non. Donc il y a des problématiques de sécurité. En revanche, on a beaucoup de discussions avec, alors avec des labos de recherche, certes plus qu'avec des entreprises, mais quelques entreprises, sur justement l'évolution forte des capacités de compréhension de l'environnement des robots par l'utilisation de modèles, large modèles, qui ne sont pas forcément des language, qui sont des action ou des vision models, large vision models, large action models, donc des capacités de perception, de fusion de capteurs de données issues de capteurs multimodaux, de modèles hybrides qui permettent une bien meilleure compréhension, bien plus rapide des robots de leur environnement. Et puis, je répondrai plus tard. Et puis, un besoin de faire pour complètement intégrer les progrès issus de l'IA générative, un besoin de faire des progrès en mécatronique, d'accord, pour permettre justement au même titre qu'il parle de General Purpose Intelligence, il commence à parler de General Purpose Robots, hein, donc, dont la robotique humanoïde est une espèce de schéma emblématique. Et beaucoup de gens commencent à parler de robots qui justement seraient multipurpose, donc et je sais faire de la soudure, et je sais faire du pick and place, et je sais faire du tri, et je sais faire, et j'ai de la mobilité, etc. Donc la vague chinoise et partiellement américaine, mais très chinoise, de robots humanoïdes semble être sur le point de déferler en Europe on va dire deuxième semestre 2025 ou 2026 au plus tard. Et nous, aujourd'hui, en France, en tout cas, et en Europe aussi, plus ou moins, notre robotique humanoïde est plutôt à destination de l'assistance à la personne dans les hôpitaux, les organismes de santé ou dans le retail et hospitality, alors que les Chinois sont très… c'est l'automatisation de plus dans l'industrie manufacturière, hein, et l'industrie de production. Voilà, donc et ça vient des progrès de l'IA générative, ça vient pas d'autre chose. Et donc, ce que j'en pense aussi, c'est que les entreprises de pure IA, si je peux dire ça comme ça, sont peu enclines à travailler sur du hardware. Parce que finalement, pourquoi elles iraient travailler sur du hardware qui rend les choses plus compliquées, les retours sur investissement plus lents, qui amènent des problématiques de sécurité, etc. Donc, si les entreprises de robotique ne s'en saisissent pas, eh bien, alors je parle pour un côté l'État qui regarde, hein, on se dit, nous, on va rater cette vague. On va rater cette vague parce que les roboticiens, ils ont déjà pas mal de sujets avec
avec la robotique collaborative qui ne sont pas complètement terminées. Hein. Et là, y rajouter cette dimension d'IA générative qui est émergente, ils ne sont pas forcément tous prêts, hein, et d'assez loin. Et les entreprises d'IA, même si systématiquement dans les journaux, vous avez IA, vous avez robot, vous avez IA, vous avez robot, les entreprises d'IA, elles restent sur la partie virtuelle. Voilà. Donc, pour ceux qui ne s'y intéressent pas, je pense que ça mérite de regarder, d'accord, et puis de voir un petit peu comment on peut embrasser les innovations de l'intelligence artificielle en convergence avec la robotique en tant que roboticien. Ce n'est pas la même IA que l'IA pour les banques et les assurances, hein, ou les services purement, on va dire, virtuels, ou les comptables, ce genre de gens. Parce que c'est quelque chose qui est regardé de partout et qui commence à être mis en œuvre et par les deux autres continents, en fait. Voilà. Et que nous, on est encore un peu en train de se dire à quoi ça va nous servir, comment est-ce qu'on va le faire, avec ces critères de data, comment est-ce qu'on peut structurer nos data et notamment les data des opérations. Parce que, in fine, pour les entreprises qui se sont équipées d'équipements connectés, intelligents, entre guillemets, il y a beaucoup de données opérationnelles de production qui sont disponibles, sauf qu'elles sont difficilement partagées parce que on n'a pas envie de donner toutes ces données opérationnelles à la communauté. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut structurer, anonymiser des datasets qui serviraient la robotique et qui serviraient le développement de modèles qui sont spécifiquement pour la robotique. Voilà. Je pense que plus que l'IA générative à la façon de ChatGPT, ce qui peut être utile pour la robotique, c'est l'apprentissage partagé. C'est-à-dire que quand tu as un robot d'un modèle X qui apprend à faire une nouvelle tâche, que tous les robots du même modèle soient capables de la faire. Alors ça nécessite aussi d'anonymiser les infos parce que ça veut dire que le robot qui est chez toi et tout ce qu'il fait, il enregistre et il le partage avec quelqu'un d'autre. Mais ça me paraît avoir plus d'avenir que le fait que tu puisses tailler une bavette avec un robot, quoi. Mmh. Et pour compléter ce que vous disiez un petit peu au niveau des perspectives et des utilités, pour avoir rencontré des boîtes au niveau de Nuclear Valley qui font de l'IA et de la reconnaissance d'images. Moi, je travaille dans le démantèlement. On passe énormément de temps à faire des devis et des scénarios de démantèlement basés sur des inventaires Excel aujourd'hui qui sont plus ou moins fiables et plus ou moins détaillé. Et aujourd'hui, une idée, ça serait en fait d'associer à des scans 3D ou des visites virtuelles avec des images et tout ça, de la reconnaissance d'images, et que les gens qui savent faire du démantèlement puissent aller rentrer dans les bases de données la connaissance sur les techniques associées à tel outil, tel machin et tout ça. Aujourd'hui, quand j'en parle un peu autour de moi, je vois bien que le problème, c'est de faire rentrer toutes les données qu'on a en savoir-faire, en découpe et tout ça, dans des bases de données que tout le monde après dont pourrait se servir et qu'on soit tous mis sur un niveau d'égalité en termes de concurrence. Donc ça va être le gros point. Mais d'un autre côté, si on pouvait arrêter de perdre du temps à faire toutes ces choses qui sont d'analyser des fichiers Excel et de mettre des gars à regarder des photos et se concentrer plus sur former les gens qui vont travailler dans le nucléaire et tout ça, il y aurait un gain. Mais voilà, le souci, il est que se dire on va donner toutes nos infos à tout le monde pour que ça aide tout le monde, c'est qui va payer ce développement-là et si ça profite à tout le monde derrière, quoi. Alors, je signale que côté justement numérique pur, hein, donc, à côté de OSGPI, vous avez un appel, donc, je sais qu'on est en pleine relève là, ou en tout cas instruction d'une relève, et s'il n'y en a pas d'autres, on s'en reparle, mais qui était justement comme un numérique pour l'IA générative,
et vous avez un appel pour les nouveaux usages de l'IA générative, dans lequel moi j'ai vu un ou deux roboticiens qui ont répondu, mais peu. Et donc, si vous avez un côté structuration des données pour créer des datasets communs, hein, moi, je suis preneuse de l'info, puis je la passe à côté. Ok. Mon correspondant au SGPI pour la partie IA et cloud dans lequel est notre stratégie data, c'est Anoushika Stanislos. Donc, OK de partager ces infos avec vous, bien sûr, pour que elle soit au courant. Voilà. Et après, on a en France le sommet de l'IA qui fait suite à celui en Angleterre à Brixley. D'accord. Et il est en France, le prochain Davos de l'IA, quelque part. Et c'est le 10 et le 11 février où on a plein de chefs d'État et des experts un peu mondiaux qui vont venir parler d'IA. Et qu'il y a un appel qui sort aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, voilà, qui sort aujourd'hui. C'est un appel à manifestation d'intérêt. Si vous voulez faire valoir que vous avez une solution ou un défi que vous souhaitez relever ou que vous avez commencé à relever, je suis désolée pour le chien, il ne sait pas, que vous voulez relever, un défi que vous voulez relever, il y a une communication qui sera faite lors de ce sommet IA sur des défis de niveau internationaux. Et donc, je discutais par exemple avec l'INRIA, qui n'est pas mon agence de programme. Mon agence de programme, c'est le CEA, mais l'INRIA qui travaille essentiellement sur le et le numérique, on va dire pur, pas trop matériel, qui a développé un logiciel justement pour évaluer les modèles et faciliter l'intégration de modèles d'IA en robotique, qui s'appelle Pinocchio. Il paraît que tout le monde, absolument tout le monde connaît Pinocchio, utilise Pinocchio en robotique humanoïde. Ça mérite peut-être que vous regardiez si des fois ça peut vous servir. Voilà. Donc, en tout cas, structuration des datas, plus spécifiquement pour la robotique, accès à des modèles qui ont été plus spécifiquement entraînés pour la robotique, création de modèles large, small, medium, tiny, parce qu'on a à peu près toutes les tailles. On a des appels là-dessus et on regarde ça comme un sujet prégnant, tout ce qui est convergence, je l'ai dit, hein, ça a beau être transverse, c'est quelque chose de. Enfin, moi, on me serine les oreilles avec ça toute la journée et je dis, ouais, voilà. Il n'y a pas que l'IA dans la robotique, hein, il y a un paquet de mécatronique, il y a un paquet de command and control, il y a un paquet d'autres sujets que l'IA, mais les capteurs. Voilà. Et comme je suis aussi en charge de la stratégie électronique, j'en profite pour dire aussi que pour l'instant, on est un peu tous dans le giron du NVIDIA, hein, pour les GPU, pour l'intégration d'IA générative ou d'IA un peu puissante en robotique et dans le monde réel. Pareil, côté stratégie électronique, on regarde attentivement les solutions alternatives qui font du saut d'innovation, hein, parce que qui ne sont pas j'ai copié et je fais pareil, mais qui font appel à du saut d'innovation. En photonique, par exemple, il y a des projets sur la photonique. Et pour la robotique pure dure, je pense qu'on a des gros progrès à faire, enfin des gros progrès, on a des avancées technologiques qu'on pourrait commencer à regarder plus fort sur les actuateurs et sur les capteurs. Voilà, donc perception, actuation, et là la brique essentielle fait bien partie de l'appel à projet Robot d'Excellence, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez un projet, vous ne savez pas trop dans quoi ça rentre. Moi, je suis toujours d'accord et je suis sûre que et Philippe et Olivier, c'est pareil. Toujours d'accord à recevoir un peu un descriptif en avant-première, quitte à avoir un coup de fil, une visio d'une demi-heure pour préciser les questions qu'on a et puis pouvoir répondre à vos questions. L'IRT Jules Verne, hein, qui est une IRT qui est importante pour moi.
systématiquement me présente un peu avant de déposer. Et si on fait ça, est-ce que ça rentre, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et moi, on a systématiquement on donne systématiquement une réponse. Et si on ne la donne pas, faut me relancer parce que je reçois beaucoup d'emails par jour. Donc, je suis un peu, des fois, j'en zappe. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à me relancer. Moi, je ne prends pas ça pour du harcèlement. Je prends ça pour Catherine. Tu as zappé des trucs et c'est bien qu'on me le rappelle. Voilà. Voilà. Super. Merci Catherine. J'aurais juste une petite question. Benoît Teille, MBB Engineering. Je m'excuse s'il reste encore quelques minutes. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Dans ce que j'entends de ton message, nous, on s'adresse au monde de l'acoustique et des vibrations, mais disons de l'acoustique. Et donc, on a des sujets, des travaux même démarrés déjà sur l'utilisation de l'acoustique pour faire de la détection d'anomalies. En tout cas, aller vers l'oreille humaine, hein, si je puis dire. Donc, il y a pas mal de travaux sur l'écoute sélective, sur l'identification d'anomalies dans un signal sur la base d'un référentiel établi, quelles sont les évolutions de comportement acoustique qui pourraient traduire une anomalie et autres. Très clairement, c'est un sens qui me paraît être intéressant dans le domaine de la robotique. Aujourd'hui, voilà, on est plutôt, on va dire, sur la partie capteur et donc intelligence associée à ce traitement acoustique. Clairement, en discutant avec pas mal de roboticiens, bon, ils ont des problématiques, mais qui sont encore assez éloignées de ce besoin, on va dire. Il y a des end-users qui sont intéressés, mais comment on peut aujourd'hui, mon besoin, c'est vraiment d'arriver à fédérer un consortium de partenaires nous permettant de pouvoir aller travailler sur le sujet à plus grande échelle et donc en regroupant des partenaires et en allant à la recherche de subventions pour nous accompagner dans ces développements-là, quoi. Alors, Voilà. si vous êtes sur un TRL pas très avancé, déposez-moi un petit projet tout seul. Parce que moi, ça m'intéresse de faire du développement dans les capteurs et avec d'autres sens. D'accord. Après, sinon, moi, je pense que vous pouvez, plutôt que d'essayer de fédérer des gens de la robotique autour de ça, vous pouvez peut-être fédérer différentes sociétés qui font des capteurs. D'accord. Le bruit, alors le bruit, c'est vous, on va dire acoustique, mais vous avez tout ce qui est vibration, que les gens commencent à regarder. Etc. Alors nous, c'est vraiment bruit et vibration, mais en fait, on travaille avec des gens de l'optique, par exemple. Non, mais il y a forcément la vision en fait qui rentre en ligne de compte. Et quand on veut faire du multimodal, sur des procédés, type soudage et autres, il peut y avoir des intérêts dans différents domaines, et notamment de mutualiser les informations provenant de différentes grandeurs physiques, on va dire, notamment la vision, hein, mais pas que. Donc, moi, ce serait un peu ça mon conseil, c'est d'aller voir d'autres gens qui travaillent sur d'autres types de perception et de me faire un joli projet de perception multimodale. Ouais, ok. Voilà. Ok. Voilà. Ça pallie le fait que c'est un peu tôt peut-être pour rallier des industriels ou de la PME en intermédiaire. C'est pas sûr, parce qu'on a déjà un gros industriel dans le domaine de l'oil and gas avec qui on travaille, mais je voudrais l'appliquer peut-être dans le domaine du nucléaire notamment. Hein. Je contribue à Nucléaire Valley de manière assez active. Je pense que je ne veux pas le limiter au domaine des hydrocarbures, de l'hydrogène, etc. Enfin, je pense qu'il y a un applicatif beaucoup plus large, et c'est comme ça que voilà, je voudrais aller vers du multidomaine. En tout cas, aborder d'autres domaines que ceux que je viens celui sur lequel on travaille déjà avec un industriel, quoi. Moi, je regarderais très favorablement de mon côté quelque chose qui est lié à de la perception multimodale et avec
des boîtes spécialisées dans la vision, dans l'acoustique, voilà, qui se mettent ensemble pour la perception multimodale déjà. Et puis après, si vous avez un industriel qui dit moi ça m'intéresse, c'est pas mal. Ça dépend. Moi je connais pas. Je vais regarder parce que j'ai noté le nom de votre entreprise, mais en fonction de la taille de votre entreprise, c'est pas mal d'avoir un industriel. Des fois, vous n'en avez pas besoin si vous êtes déjà une entreprise un peu PME, PMI, voilà, au-delà de 50 personnes. C'est quand vous êtes des petites entreprises qu'on constate que c'est difficile pour vous. Pas pour on est à nous creuser de des chemins, mais voilà. On est à la croisée des chemins, mais on appartient à un grand groupe, donc voilà. Mais, si vous appartenez à un grand groupe, vous allez avoir la catégorie GE, elle ne va pas vous plaire, le niveau de subvention ne va pas vous plaire. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir. Mettez-moi des petits autour que vous ferez progresser. Ok. Ce que je voulais ajouter éventuellement, c'est si vous recherchez des partenaires qui peuvent vous apporter des cas d'usage dans la robotique, les clusters sont des réseaux qui peuvent diffuser l'information. On a tous des newsletters. On diffuse l'information à nos adhérents en disant voilà, il y a telle technologie qui se développe qui pourrait correspondre à vos besoins. Ils peuvent participer d'une façon ou d'une autre. Oui, effectivement, moi j'ai déjà échangé avec Olivier à quelques reprises dans le domaine de Nucléaire Valais notamment, mais effectivement, je pense qu'il est opportun d'élargir cette disposition, quoi. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Donc, je corrige mon PowerPoint avant que Olivier l'envoie pour mettre le bon montant, 2 millions et 4. Et puis derrière, vous avez mes coordonnées qui sont écrites dans le PowerPoint. Vous n'hésitez absolument pas. Et vous me relancez si je ne vous réponds pas, on va dire dans les 5 à 10 jours. En général, je réponds dans les 10 jours. Si je ne réponds pas, c'est que votre mail est enfoui. Donc, recommandez. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Toujours à votre écoute. OK. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.